On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'importance d'avoir un site web transactionnel aujourd'hui, localement. On en parle avec Patrick Vincent d'Extrait Communication. D'abord, on reçoit une jeune fille. Elle est au PEI à Racicot, secondaire 5. Elle vient d'obtenir une bourse de 10 000 $ avec le gala Force Avenir. Elle est digne de courage, cette jeune fille. Il est important de saluer la persévérance scolaire. Vous connaissez probablement les galas secondaires universitaires Force Avenir. Cette année, on a quand même 182 000 $ qui ont été distribués un peu partout, et notamment un petit 10 000 $ attribué à une étudiante d'ici qui fréquente la polyvalente Armand-Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le programme PEI. Il s'agit de Lily-May Bolduc qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Et d'abord, félicitations. Merci. Bon, explique-nous un peu le contexte, parce que d'abord, toi, évidemment, tu es affligé d'une maladie orpheline assez rare, ce qui vient aussi teinter la raison pour laquelle le gala Force Avenir un peu t'a reconnu pour ton courage et ta ténacité. Donc d'abord, explique-nous un peu quelle est cette maladie orpheline. En fait, on ne sait même pas c'est quoi encore, parce que justement, on a fait plusieurs tests, puis il n'y a rien qui est concluant. Mais dans le fond, j'ai le visage qui enfle, puis on n'a aucune idée pourquoi. Puis ça fait des années, ça fait 3 ans maintenant que j'ai ça. Puis c'est de la douleur, de la fatigue. Je suis souvent malade, fait qu'on pense à peut-être une maladie auto-immune, mais les médecins sont pas sûrs encore de ce qui se passe avec moi. Et quelles sont les contraintes que ça t'apporte d'avoir à subir, évidemment, cette maladie bizarre? Déjà, je vous regarde un petit peu surélevé parce que j'arrive pas à voir très bien. Fait qu'en classe, c'est plutôt difficile de regarder au tableau comme il faut. Comme j'ai beaucoup de douleurs, je reste souvent à la maison pour me reposer. Ça m'arrive souvent d'être juste pas capable de me rendre parce que je vois pas où je vais. Sinon, je vais très rarement dans des fêtes ou des choses comme ça parce qu'il y a la fatigue, il y a le manque d'énergie et tout ça. Puis les rendez-vous à l'hôpital et tout ça, c'est très difficile. Donc, on parle de vertige, d'étourdissement, champ de vision qui est un peu altéré, des douleurs au cou, entre autres. Au cou, au visage. J'ai des antidouleurs d'ailleurs pour aider à la douleur. Et dis-moi, est-ce que cette condition-là varie d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre? Avant, au début, il y a 3 ans, au début, quand j'ai commencé à avoir ce symptôme-là, ça venait et ça partait. Fait qu'une semaine, je pouvais être enflée. L'autre semaine, je pouvais être parfaite. Puis depuis le 19 août 2019, fait que ça fait à peu près 1 an, mon visage reste enflé, mais l'enflure s'empire par-dessus. Donc, au lieu de s'améliorer, ça s'empire. Puis ça n'a pas changé depuis. Et bon, prenons l'exemple d'aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui est une bonne ou une mauvaise journée? C'est entre les deux. C'est pas ma meilleure journée, mais c'est pas ma pire non plus. Je vous dirais que je suis enflée, comme d'habitude, depuis 1 an, mais que c'est pas le pire que j'ai été. Et la douleur est quand même soutenable. Bon, là, aujourd'hui, tu as quel âge? Présentement, j'ai 16 ans. Bientôt 17? Oui, c'est pour ça que j'ai hésité un peu. Bon, tu dis que ça fait 3 ans, évidemment, que tu as ça. Oui. Quand une maladie comme ça apparaît, quand on a 14, 15, 16 ans, au-delà des problèmes physiques que ça nous crée, psychologiquement, comment tu as dealé avec l'arrivée de cette maladie-là dans ta vie? C'est sûr que ça a été un choc au début parce que je me suis rendu compte que justement je voyais pas bien au tableau. Fait que moi qui étais habituée d'être au fond de la classe puis de tout bien comprendre puis d'être tout le temps là, j'ai commencé à beaucoup manquer d'école. J'ai commencé à devoir me mettre au devant parce que je voyais rien. Puis même des fois en étant en avant de la classe, je vois pas bien au tableau. Donc ça a été beaucoup de demander à mes professeurs, tout ça. Fait que je me suis sentie un peu moins autonome. Ça a été un petit choc de ce côté-là. Il y a aussi le fait que la douleur arrivait, donc c'était un peu trop pour moi. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu dur. Puis il y a aussi le fait qu'il y a certains élèves qui m'ont intimidée au départ parce qu'ils connaissaient pas ma situation et tout ça. Donc ils riaient de moi et tout ça. Fait que c'était plus dur du côté de ce côté-là, dans le fond. Bon. Comment arrive cette bourse-là, cette récompense de 10 000 $ versée par le gala Force Avenir? Ma direction, l'année passée, m'ont inscrit justement au gala Force Avenir parce qu'ils se sont rendus compte que même, on a calculé, puis j'ai été à peu près là la moitié de l'année
en présentiel, vraiment là. Ça, c'était avant la pandémie. Oui, avant la pandémie. Puis j'avais quand même une moyenne de 86 en général dans mes matières. Malgré tes absences. Malgré mes absences. Donc, j'ai vraiment bûché puis tout ça. Puis mes profs, ils se sont tous mis d'accord pour dire comme c'est cette fille-là qu'on va inscrire à Force Avenir parce qu'elle a montré la persévérance et tout ça. Fait qu'ils m'ont inscrit. Puis au début, c'était juste inter-école. J'ai été choisie inter-école. Les autres personnes qui avaient été choisies dans mon école n'ont pas été choisies. Ensuite, ça a été au provincial. Puis là, c'est ça, on s'est rendu. J'ai passé devant des jurys. J'ai fait une entrevue. Ils m'ont pas pris comme étant avoir un diplôme ou avoir une petite figurine, Ouais. là. Mais quand même, ils m'ont reconnu que j'avais persévéré et tout ça, puis ils m'ont aidé avec cette bourse-là. Quelle était ta performance scolaire avant ta maladie? Avant ma maladie, ça allait très bien à l'école. Je veux dire, j'avais 90 à peu près partout. Donc, tu as toujours été une élève qui avait une relative Oui, facilité. toujours assidue, toujours à mon affaire et tout ça, là. Bon. Et comment as-tu pu donc composer entre le fait de subir ta maladie, qui est un peu particulière, sans trop savoir comment ça va virer, et tout en maintenant le cap et le focus sur tes études et le maintien d'une bonne performance? Ça a été dur au début. C'est pas une recette facile, mais je suis comme un peu meilleure amie avec ma direction. Là, on s'écrit des messages souvent pour justement pour les avertir que je serai pas là ou des choses comme ça. Mes professeurs, puis ça, je vais en rendre probablement certains élèves jaloux, mais il y a des professeurs qui me font pas faire des travaux qui jugent pas importants ou que ça sert à rien que je les fasse. Je les fais pas. Fait que ça me permet d'arriver au même stade que les autres. Okay. Mais en fait, la question, c'est pourquoi as-tu gardé le cap sur tes études? Parce que, tu sais, à 14 ans, avoir une maladie comme ça, tu aurais pu sombrer en dépression, tu aurais pu faire comme... J'aurais pu arrêter ça, là. Tu aurais pu comme tirer sur la plug, comme on dit, puis dire, regarde, c'est pas vrai que je vais continuer à mettre des efforts à n'en plus finir dans mes études sans trop savoir finalement ce qui va m'arriver dans la vie. Pourquoi tu as continué? Parce que plus tard, je veux devenir médecin. Donc, moi, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut que je réussisse mes études. Si plus tard, je veux devenir médecin. Fait que c'est pas le temps de lâcher là. Puis c'est pas le temps de lâcher plus tard non plus. Donc, je me suis dit, je vais essayer de composer et avec ma maladie et avec l'école. Puis finalement, j'ai réussi. Ça marche bien. J'ai réussi l'école et tout ça. Puis je veux devenir médecin. Donc, si j'arrête là, je pourrais pas le devenir. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 10 000 Bien, c'est sûr que ça va m'aider pour mes études. Je veux dire, des études en médecine, c'est long, ça coûte cher. Mes parents sont quand même aisés financièrement, mais c'est-à-dire que ça va juste me donner un plus. Puis à Concordia aussi, c'est une école anglaise, donc je vais pouvoir perfectionner mon anglais tout en faisant un cours qui me tente. Fait que ça m'aide de ce côté-là, ça va vraiment m'aider à réussir mes études. Bon, je comprends que c'est une maladie orpheline rare, qu'on ne sait pas trop finalement ce que c'est. Ouais. Donc, difficile de savoir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, quelle sera ta condition. As-tu quand même un minimum d'informations sur l'évolution de ce que tu as dont on ne sait pas c'est quoi? Quand même. En février cette année, dans le fond, juste avant la pandémie, j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. On a fait plusieurs tests et tout ça. On est parti sur un médicament qui, finalement, présentement, ne marche pas. Donc là, mes médecins et moi, on s'est parlé. Puis, on va arrêter d'essayer de chercher ce que j'ai. On va essayer de me rendre ma qualité de vie meilleure pour que l'école soit plus facile, la maison, tout ça. On va essayer de rendre ma qualité de vie meilleure. Donc, ça va être de trouver un traitement qui va marcher plutôt que d'essayer de trouver ce que j'ai. Puis, j'ai été hospitalisée aussi il y a 3 semaines environ. Puis, j'ai eu un rhume qui s'est probablement jeté dans mes poumons. Donc, on pense que l'enflure est rendue jusqu'au système respiratoire. On ne peut pas vraiment le déceler. Donc, on pense que ça s'empire. Mais on ne sait pas ce que ça va avoir l'air dans 3 mois non plus. Donc, dans 6 mois ou 1 an d'ici, tu peux être à peu près dans la même situation. Comme ça peut être mieux, comme ça peut être pire. Eh boy. Ouais, c'est assez dur. C'est ce que j'aime pas. L'inconnu, là, le fait de ne pas savoir ce qui va arriver, c'est un peu stressant. Mais est-ce que pour toi, le fait de continuer à persévérer dans tes études t'aide à
à pas trop penser à cette maladie-là. Oui, quand même. Quand même, parce que je me dis que, bon, avec les études, ben justement, plus tard, je vais devenir médecin. Fait que je me dis, ben je vais pouvoir aider les autres à mon tour. Fait que d'un sens, ça m'aide à me sortir du fait que c'est moi qui est malade. Fait que c'est sûr que ça me donne comme un petit échappatoire, là, comme si je peux le dire. Mais c'est ça. C'est sûr que mes études, j'ai souvent le nez dans mes cahiers, tout ça. Fait que le fait d'avoir quelque chose d'autre à faire, ça m'enlève vraiment de la tête que je suis malade puis que je suis pas pareil comme les autres. Tu sais, tu disais tantôt au début, tu as subi un peu d'intimidation ou des railleries à l'école. Là, aujourd'hui, quelle est la perception de tes collègues de classe? Ben l'année passée, je me suis un petit peu tannée. Fait que j'ai fait comme, ben garde, je vais vous expliquer ce qui se passe avec moi. Vous allez arrêter de vous faire des idées sur moi. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Puis depuis, ça va vraiment mieux. Depuis, les gens sont plus compréhensibles, sont plus là pour moi. C'est sûr que le 3/4 des élèves sont comme, on se mettra pas en équipe avec elle parce qu'elle n'est jamais là, puis je les comprends. Mais en même temps, c'est quand même mieux qu'avant, puis il y a beaucoup de monde qui m'aide, justement, puis tout ça. Fait que Et ça là, va le fait beaucoup. maintenant que tu es reconnu par le gala Force Avenir, j'imagine qu'ils vont peut-être avoir aussi une autre perception, je sais pas. Ben, écoutez, moi, j'essaie pas de chercher la popularité, j'essaie pas de devenir vedette. Tout ce que je voulais, moi, dans le fond, en étant dans ça, c'est que, justement, on perçoive que je m'implique et que je persévère, puis qu'on m'aide avec tout ça. Est-ce que la pandémie a changé quelque chose aux dernières semaines, aux derniers mois par rapport à ta maladie ou par rapport à tes études? Parce que là, tu disais tantôt que tu étais absente souvent. Ouais. Là, je comprends qu'au printemps, tout le monde était un peu à la maison. Là, vous êtes un peu comme quoi, c'est une journée sur deux, je pense? Oui, c'est une journée sur deux, secondaire 4, secondaire 5. Puis oui, la pandémie a quand même changé un petit quelque chose parce que moi, j'ai eu la COVID cet été. Et c'est pas parce que j'ai été dans un party d'ado ou des choses comme ça, c'est vraiment parce que je me suis rendue à l'hôpital pour un traitement et probablement que je l'ai attrapé là. Mais oui, j'ai eu la COVID, puis c'est sûr que là, j'ai été en quarantaine pendant 2 semaines et tout ça. Mais comme on soupçonne que j'ai un système immunitaire plus faible, ben, c'est sûr qu'il faut que je fasse plus attention. Il faut que j'évite encore plus les sorties que toutes les autres. Fait que c'est sûr que là, la zone rouge à Saint-Jean, ça change pas grand-chose pour moi parce que je sors déjà pas. Mais c'est sûr que j'ai manqué un peu avec justement le fait que j'ai eu la COVID et tout ça. Lilimé Bolduc, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Ça m'a fait un Bravo pour ta performance, ta persévérance scolaire, surtout ton courage. Puis bravo de continuer dans cette voie-là. Et qui sait, un jour, tu seras peut-être docteur Lilimé Bolduc. Merci. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Bon, la prochaine entrevue, ça s'adresse aux commerçants, aux entrepreneurs, mais aussi aux consommateurs. On le sait, depuis le début de la pandémie, on est tenté très souvent d'acheter en ligne. C'est plus facile, on nous encourage à le faire. Le problème, c'est quand vient le temps de savoir on veut acheter un produit X, Y, Z, malheureusement, le premier réflexe, c'est de se tourner vers Amazon. Est-ce qu'un commerçant local peut également nous vendre en ligne le même produit? Et là, j'ajouterais, est-ce que ce commerçant-là a un site web transactionnel digne de ce nom? Et c'est ça la grande question. Avec nous pour en parler, il est coprésident d'Extrait Communication, Patrick Vincent. Bonjour et bienvenue.
Merci, bonjour. Et votre entreprise, évidemment, se spécialise, entre autres, dans la création de sites web transactionnels. Oui. Vous en faites même la promotion. En quoi le début de la pandémie a changé ce volet-là de l'entreprise chez vous, ou de la demande que vous avez maintenant pour aider les entrepreneurs à se munir d'un site web transactionnel? C'est sûr que le début de la pandémie a amené beaucoup de gens qui ont voulu faire le virage côté web, des gens qui n'étaient pas nécessairement sur le web, des gens qui voulaient avoir plus de visibilité sur le web. Et lorsque la pandémie a avancé là, dans l'évolution du temps, puis que les gens ont fait le web, c'est important, la visibilité est importante, c'est là que les gens ont commencé à plus voir le commerce en ligne, parce que le commerce en ligne a pris du volume lorsque les commerces physiques ont commencé à fermer ou changer pour du livraison seulement, take-out, ou lorsqu'on arrivait devant des entreprises puis qu'il y avait un line-up une bonne ligne d'attente de une centaine de personnes. Je me souviens déjà d'avoir été chez Canac, pour ne pas le nommer. J'ai attendu très longtemps pour rentrer, donc j'ai l'impression que les gens, monsieur, madame, tout le monde, vont commencer de plus en plus à aller vers le commerce en ligne et les entreprises doivent vraiment faire le virage du commerce en ligne. Parce que Amazon, c'est la facilité. Premièrement, on trouve pas mal de tout. Oui. En même temps, dans notre conscience de consommateur, moi, je me dis qu'il faut se poser la question, est-ce que je peux acheter le même produit, mais via un site web transactionnel d'un commerçant local? Et c'est là que je me dis qu'à l'autre bout du spectre, est-ce que nos commerçants sont bien équipés en site web transactionnel? Je pense qu'il y a possibilité d'être bien équipé en commerce transactionnel. L'Amazon de ce monde, tout le monde peut vendre sur Amazon. Toutes les entreprises peuvent vendre sur Amazon. Ceci étant dit, c'est sûr que quand on fait une recherche sur Amazon, on ne sait pas toujours de quelle entreprise qu'on achète. Fait que le produit X peut être vendu par une dizaine d'entreprises sur Amazon et c'est d'aller chercher le meilleur prix. Le consommateur va aller chercher le meilleur prix. Ensuite de ça, je pense que si on veut vraiment encourager le local et on sait qu'une entreprise X, Y, Z vend un produit, bien, d'avoir un commerce en ligne puis de privilégier l'accès du commerce en ligne peut être important. Un restaurant, de plus en plus, on voit des restaurants où on peut commander en ligne. Puis il y en a qui ont des belles plateformes. Là. Moi, je prends l'exemple parce que j'y vais occasionnellement, Bistro Brac, Xoplace, Satori Sushi. Honnêtement, des beaux sites transactionnels sont bien faits, sont clairs, nets, précis, c'est simple, c'est agréable, autant dans un téléphone que dans l'ordinateur. Puis il y en a probablement d'autres que j'oublie, même Benny ou peu importe. Donc aujourd'hui, on a accéléré parce que dans certains cas, on les avait avant la pandémie, mais c'était sous-utilisé ou c'était pas très facile d'utilisation. J'imagine qu'au printemps, tout le monde a accéléré un peu là-dessus, en tout cas ceux qui étaient là. Bien, beaucoup d'entreprises ont accéléré là-dessus et beaucoup d'entreprises ont amélioré l'expérience client sur le commerce en ligne. Tu sais, on ne veut pas faire 22 clics pour trouver le produit qu'on veut. En 3 clics, on veut déjà avoir passé la commande. L'expérience client en succursale est aussi importante que l'expérience client en ligne. Donc, le client qui arrive là puis qui vit une belle expérience est porté à en parler puis à revenir là-dessus. J'en ai un qui se démarque, là, que j'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps. On commande une pizza chez Pizza Hut. On voit l'évolution de la pizza, puis on voit où ce que le livreur est rendu, puis on sait qu'il est rendu au coin de telle rue, puis là, il a pris telle rue, puis on voit tout ça, là. C'est une expérience client. Mais à la base, ça prend un bon site Internet. Parce que, bon, aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des sites Internet. Bon, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils ont été renouvelés? Ça, c'est un autre paire de manches. Mais une fois qu'on a un site Internet digne de ce nom, on est capable d'ajouter assez rapidement des fonctionnalités de version transactionnelle? Bien, je dirais que oui, tout dépendamment de la plateforme qu'on utilise. Les plateformes, un site Internet, c'est toujours évolutif. On peut avoir un site vitrine puis ajouter une boutique en ligne par la suite. On peut partir directement sur une boutique en ligne, mettre peu d'informations générales d'entreprise, mais de pousser plus vers la boutique en ligne. On peut jumeler les deux.
on a une entreprise, on a une vitrine, on veut parler de nous autres, mais on veut avoir aussi le volet boutique en ligne. Donc ça, c'est possible. À partir de là, c'est là qu'on va aller mettre les différentes catégories, différents produits. On va essayer d'avoir une expérience client où je fais une recherche, je trouve tout de suite. Aussitôt que je trouve tout de suite, est-ce que j'achète tout de suite, je l'ajoute au panier, j'ai-tu d'autres choses, y a-t-il des produits connexes? Il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter à une boutique en ligne. Mais oui, on peut, via une plateforme qui est déjà existante, on peut rajouter une boutique en ligne. Avant la pandémie, on disait souvent que le Canada était en retard, que le Québec était même encore plus en retard que la moyenne canadienne et forcément plus en retard que le reste de l'Amérique. Sentez-vous que depuis le printemps, qu'on a rattrapé, disons, le temps perdu? Hey, c'est une méchante bonne question. Oui, effectivement. Je ne pourrais pas répondre vraiment à ça. Est-ce qu'on a rattrapé le temps perdu? C'est sûr qu'on a souvent des sites d'inspiration de l'Europe ou des choses comme ça. On va aller voir ce qui se fait à l'extérieur du Canada, puis on essaie de répliquer certaines choses au Canada. Est-ce qu'on est en retard? Je pense que c'est pas inculqué dans la tête des Québécois aujourd'hui d'acheter nécessairement en ligne. Mais je pense qu'il y a encore des craintes. Il y a encore des craintes avec les gens qui je passe-tu ma carte de crédit? Où c'est qu'on s'en va? Il y a l'aspect sécurité, fraude et tout ça, là encore, que les gens se méfient. C'est culturel, puis générationnel aussi. Là, les gens qui nous regardent en ce moment, qui ont peut-être des ados à la maison ou des jeunes adultes, là, quand vous allez au bureau, parce que chez nous, on a une petite boîte pour la poste, là, maintenant, il n'y a pas une journée qui n'a pas un paquet dedans parce que, ton jeune de 15 ans, 18 ans, 22 ans qui reste chez vous s'est commandé quelque chose en ligne. Donc, on sent que chez les 30, 35 ans et moins, il y a une culture plus ouverte à acheter en ligne. Oui. Mais ça, en même temps, c'est les consommateurs d'aujourd'hui, mais c'est les consommateurs de demain. Donc, c'est un peu eux aussi qu'on doit habituer à acheter localement. Puis oui, définitivement, acheter localement. Ils ont déjà l'habitude, eux, d'acheter en ligne. Visiblement, ça, c'est sûr. Mais localement, oui, effectivement, c'est la clientèle qu'il faut aller chercher pour pouvoir pousser. C'est pour ça que je dis, dans le fond, c'est une responsabilité partagée. Celle du consommateur, mais celle du commerçant qui doit être équipé pour le faire aussi. Définitivement. Mais tu sais, même avant la pandémie, je parlais à des entreprises qui me disaient « vente en ligne, c'est 1 c'est 5 de mon chiffre d'affaires par année. 5 c'est gros, là. » Oui. Et peut-être que là, aujourd'hui, ou peut-être que dans l'avenir, ça sera 10, puis 20, puis 30 du chiffre d'affaires. C'est drôle que vous me dites ça. Là. J'ai un client qui est les produits Luna. Produits sanitaires pour animaux, tout ça, puis il est en train d'agrandir sa gamme. Puis je l'ai rencontré au début de la pandémie, puis il dit « Moi, j'ai un site transactionnel en ligne, puis je fais des ventes, mais sans plus. » Mais il dit « Depuis la pandémie, je viens de goûter à ce que c'est le commerce en ligne. » Et là, on est en train de faire une nouvelle mouture, une expérience client plus approfondie, et ainsi de suite. On a travaillé tout le volet marketing, parce que c'est un volet en soi aussi. C'est vrai. Et on lance le site web bien super. Mais ce qui change la donne aussi, c'est que quand on fait du commerce en ligne, on ne vend pas juste au client qui est à 5 km de la boutique. Exactement. C'est comme les formations en ligne. Tu sais, on parle de commerce en ligne, de produits tangibles. Il y a beaucoup de formations en ligne qui se donnent. Mais moi, je donne une forme. J'en donne pas sur mon site, mais mettons que je voudrais donner une formation en ligne à des gens comment faire telle affaire ou ainsi de suite. Puis je vends cette formation-là, je sais pas moi, 30 $ pour cette capsule vidéo-là. Je suis pas juste dans mon entourage qui vont l'acheter. La personne qui est à La Tuque, au Nouveau-Brunswick, ces choses, on peut augmenter vraiment la visibilité puis la crédibilité de l'entreprise. Quel est le conseil que vous donnez à un commerçant, un entrepreneur qui nous regarde, qui dit « Bon, mon site Internet n'est pas pire, mais il y aurait besoin d'un peu de ménage dedans. Je veux faire du transactionnel. Je vous appelle Extra Communication. » De quelle façon vous allez les encadrer ou les diriger vers le bon choix, disons? Bien, c'est sûr qu'on commence toujours avec une rencontre client. C'est important pour nous de comprendre c'est quoi le produit, c'est quoi le service. Puis à partir de là, on va vraiment faire l'évaluation de ce qu'il y a actuellement puis de où il peut s'en aller. Puis
ce que j'adore faire, c'est vraiment de partir d'un point A puis d'aller, de pouvoir monter ensemble. Puis où on se positionne beaucoup, c'est qu'on travaille en équipe. On est une équipe, puis qu'à chaque mandat qui rentre chez nous, on va s'asseoir avec le client. Ben, s'asseoir aujourd'hui, c'est un bien drôle Via de Zoom. mot. Oui, c'est ça. On va se zoomer. Ouais. on va mettre un verbe à Zoom. Alors, on va se zoomer tout le monde ensemble, puis on va comprendre le produit, on va le travailler en équipe, on va arriver des différentes stratégies, et ainsi de suite. Donc, la force d'une équipe amène beaucoup plus d'idées pour le consommateur. Maintenant, au niveau de la visibilité sur le web, c'est là qu'on va faire vraiment un survol, puis on va regarder son marketing numérique, ça ressemble à quoi, où il veut s'en aller, c'est quoi ses capacités, parce qu'il y a quand même une capacité dans son produit, ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des rencontres personnalisées qu'on a avec le client. Donc, on doit prendre le virage des sites web transactionnels si on veut, bien sûr, disons... Définitivement. Ouais, on est rendu là. Ouais. Patrick Vincent, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Pandémie ou pas, c'est toujours important d'avoir des collectes de sang. Il y en aura une chez nous, du côté du pavillon Mille-Roches à Iberville, organisée en collaboration avec Aimant Québec, bien sûr, et la FADOC Iberville. Ce sont les 3 et 4 novembre de 13h30 à 20h, je le rappelle, au pavillon Mille-Roches, dans le secteur Iberville. À demain. Bye-bye.